Et si je vous disais que l'examen sanguin le plus banal, la NFS, est aussi l'un des plus grands menteurs? Un simple chiffre peut complètement fausser un diagnostic. Mais alors, que se passe-t-il vraiment quand la machine se trompe? Eh bien, dans les prochaines minutes, on ne va pas juste lister des erreurs, non. On va enfiler notre blouse de détective et apprendre à déjouer des pièges que même les plus aguerris ne voient pas toujours venir. Prêt? Alors, notre point de départ, il est simple, mais il ne faut jamais l'oublier. Derrière chaque ligne de résultat, il y a une personne. Une petite erreur d'interprétation, un artefact qu'on laisse passer, et c'est tout un diagnostic qui peut basculer. L'enjeu, il est là, il est énorme. Accrochez-vous, parce que ce chiffre il change tout. 70% des erreurs de labo ne viennent pas du tout de la machine, mais de tout ce qui se passe avant que le tube de sang n'arrive au laboratoire. Oui, vous avez bien entendu. La plupart des fausses pistes ne sont pas technologiques, elles sont humaines. C'est ce qu'on appelle la fameuse et très critique phase préanalytique. Bon, pour mener à bien notre mission, notre enquête va se dérouler en 3 actes. D'abord, on va inspecter la scène du crime, c'est-à-dire le prélèvement. Ensuite, on passera à l'analyse des indices, ce que nous dit la machine. Et enfin, on apprendra à interroger le suspect, le résultat lui-même, en le confrontant aux infos cliniques. Allez, c'est parti. Premier acte, on se rend sur la scène du crime. C'est le moment du prélèvement, du transport, des gestes qui ont l'air de rien comme ça, mais c'est pourtant là que la majorité des problèmes commencent. Alors, pour qu'une enquête démarre bien, il y a 3 règles d'or à respecter. Règle numéro 1, la bonne arme. C'est toujours le bon tube, celui avec le bouchon mauve, qui contient l'EDTA. Règle numéro 2, le geste expert. On homogénéise le sang tout doucement en retournant le tube 8 fois. Surtout, on ne le secoue pas comme un shaker à cocktail, sinon on risque de tout casser à l'intérieur. Et enfin, règle numéro 3, la course contre la montre. L'échantillon doit arriver au labo en moins de 6 heures. Au-delà, les indices ne sont plus fiables. C'est aussi simple que ça. Ok, notre tube est arrivé entier au labo. Maintenant, il entre dans la fameuse boîte noire, l'automate. Comment est-ce que cette machine va transformer une simple goutte de sang en une page remplie de chiffres? C'est ce qu'on va décortiquer. À l'intérieur, la machine a 2 techniques principales. La première, c'est l'impédanceométrie. Imaginez un péage d'autoroute où chaque cellule passe une par une. Ça permet de les compter et de mesurer leur taille. C'est parfait pour les globules rouges et les plaquettes. La deuxième technique, c'est la cytométrie en flux. Là, c'est plus high-tech. Un laser va scanner chaque cellule pour voir ce qu'elle a dans le ventre, sa complexité. C'est la méthode de choix pour différencier tous les types de globules blancs. C'est super puissant, mais ce n'est pas infaillible. Et nous voilà au cœur de notre enquête, l'acte 3. C'est le moment où les indices nous mènent sur de fausses pistes. On va ouvrir ensemble 3 cold cases, les affaires non résolues les plus fréquentes du labo. Le cas des globules rouges qui mentent sur leur taille, celui des leucocytes sortis de nulle part, et l'énigme des plaquettes qui disparaissent. On ouvre notre tout premier dossier, l'affaire des globules rouges menteurs. Le rapport d'analyse nous crie « Attention, les globules rouges sont très gros !» Une macrocytose, et en même temps, ils sont très pâles, une hypochromie. Bizarre, non? Que se passe-t-il? Le coupable, le plus souvent, c'est un imposteur. Une perfusion qui coule dans le bras du patient ou une grosse hyperglycémie. Pour comprendre, il faut retenir l'analogie de l'éponge. L'excès de sucre ou de sel dans le plasma va agir comme une éponge qui aspire l'eau et la force à entrer dans les globules rouges. Du coup, dans le tube, ils se mettent à gonfler. L'automate voit un volume globulaire moyen, le fameux VGM, qui explose, mais comme la quantité d'hémoglobine à l'intérieur, elle, n'a pas bougé, sa concentration, la CCMH, s'effondre. C'est un pur artefact. Restons sur les globules rouges, avec une affaire un peu différente, mais liée, les complices collants, ou ce qu'on appelle les agglutinines froides. L'analogie parfaite, c'est celle des menottes invisibles. Ce sont des anticorps qui, dès que le sang refroidit un peu, s'activent et menottent les globules rouges les uns aux autres. Ils forment des gros paquets. L'automate, lui, il est bête et discipliné. Au lieu de voir 10 petits globules, il ne voit qu'un seul méga globule. Et le résultat est spectaculaire. Le nombre de globules rouges s'effondre, le VGM explose et surtout, la CCMH grimpe à des niveaux impossibles, souvent au-dessus de 37. Et ça, c'est le drapeau rouge de notre enquête. Retenez bien ça, une CCMH aussi élevée, c'est physiologiquement impossible. Ça doit allumer une énorme alarme dans votre tête. C'est le signe quasi certain qu'il y a un problème. Heureusement, la solution est toute simple. Le biologiste, d'abord, jette un œil au tube et voit souvent les paquets de globules. Ensuite, il suffit de mettre le tube au chaud, à 37 degrés, la température du corps, et là, magie! Les menottes invisibles lâchent prise, les globules se séparent, on repasse le tube dans la machine et tout redevient normal. Affaire classée. Allez, passons à notre deuxième cas, l'affaire des leucocytes fantômes. La machine sonne l'alerte, il y a une invasion de globules blancs, une hyperleucocytose majeure. La question est,
Est-ce que ce sont de vrais leucocytes ou des imposteurs? Le problème, c'est que plein d'intrus peuvent tromper la machine et se faire passer pour des leucocytes, des débris de cellules, des amas de plaquettes, des globules rouges qui ont mal été détruits. Face à ce genre de doute, le détective a une arme secrète, un outil absolument irremplaçable, le frottis sanguin. On fait une lame, on regarde au microscope, et là, impossible de tricher. On voit tout de suite qui est qui. On arrive à notre dernière affaire, et c'est souvent la plus angoissante. On reçoit un résultat, et là, c'est la panique. Le nombre de plaquettes a chuté brutalement, une thrombopénie très sévère. Pourtant, le patient va très bien, il ne saigne pas, mais le chiffre, lui, fait peur. Mais attention, le coupable se cache souvent là où on s'y attend le moins, dans le tube lui-même. L'anticoagulant qu'on utilise, le DTA, peut agir chez certains patients un peu comme un allergène pour leurs propres plaquettes. En contact avec le DTA, elles paniquent et s'écollent les unes aux autres en gros paquets. La machine, qui ne sait pas reconnaître ces paquets, les ignore ou les compte comme des leucocytes. Résultat, le chiffre des plaquettes s'effondre sur le papier, mais pas dans les veines du patient. C'est une fausse thrombopénie, une pseudo-thrombopénie. Alors, comment on résout ça? C'est un plan en 2 étapes. Très simple. D'abord, on confirme qu'on a bien des amas de plaquettes en regardant le frottis sanguin au microscope. Ensuite, l'action décisive, on demande un nouveau prélèvement, mais cette fois-ci dans un tube différent, un tube au citrate avec un bouchon bleu. Dans ce nouvel environnement, les plaquettes restent tranquilles. On relance l'analyse et le chiffre devient normal. Bon. Ces 3 cas nous ont appris une chose essentielle. Un chiffre tout seul, ça ne veut rien dire. Pour bien faire, il faut une méthode, un cadre de réflexion. C'est ce que j'appelle la règle d'or du détective clinique. Votre enquête doit toujours reposer sur 4 piliers. Le premier, le contexte. Qui est le patient? Quelle est son histoire? Le deuxième, la cohérence. Est-ce que les chiffres sont logiques entre eux? Un VGM très haut avec une CCMH très basse, ça doit faire tilt. Troisièmement, l'esprit critique. Un résultat qui semble impossible est un artefact jusqu'à preuve du contraire. Et enfin, le plus important peut-être, la communication. N'hésitez jamais à appeler le biologiste au labo. On est là pour ça. Ok, on a vu la théorie, on a les outils. Mais un bon détective, ça se forme sur le terrain. Alors, assez parlé, à vous de jouer. C'est l'heure de résoudre votre première enquête. Voici le cas. Un enfant de 12 ans est aux urgences. Il est perfusé parce qu'il n'arrête pas de vomir. Sa prise de sang revient avec un VGM à 111 et une CCMH à 22. Qu'est-ce que vous suspectez en premier? Réponse A, une carence en vitamines. Réponse B, un artefact lié à sa perfusion. Ou réponse C, un problème de machine. Prenez un instant pour réfléchir. Et le verdict est... La réponse B, bien sûr. Bravo. L'association d'un VGM très haut et d'une CCMH très basse, c'est la signature classique de l'artefact osmotique qu'on a vu tout à l'heure. C'est la perfusion qui a fait gonfler artificiellement les globules rouges. Votre premier réflexe a été le bon. Toujours lier les chiffres au contexte clinique. Voilà, notre première plongée dans les pièges de la NFS est terminée. Mais ne vous y trompez pas, chaque bilan sanguin est une nouvelle énigme à résoudre. L'enquête ne fait vraiment que commencer. Et maintenant, c'est à vous. Quel est l'artefact ou le résultat le plus surprenant que vous ayez rencontré? Racontez-nous votre propre cold case dans les commentaires,